Bonjour à tous. Donc, dans le cadre de cette conférence qui est proposée par l'association valido-palestinienne, on a avec nous Insaf Rezaghi, qui est docteur en droit international à Paris-Cité, donc elle nous vient de Paris là pour nous parler de ces questions liées à la Palestine. Elle est aussi dans l'équipe, enfin, une partie de l'équipe derrière le blog Yahani, la plateforme Yahani, qui est donc un blog indépendant qui rassemble plein de chercheurs et chercheuses sur plein de disciplines différentes pour travailler sur la question palestinienne de façon assez critique. Et donc aujourd'hui, l'intitulé de la conférence, c'est la Palestine dans tous ses états. Donc je pense qu'on va évoquer notamment les enjeux liés à la reconnaissance de l'État palestinien dans le cadre de toutes ces successions de reconnaissance qui ont lieu de la part de plein d'États. Donc, ça, on t'écoute, merci. Merci. Bonsoir à tous et à toutes et merci aux organisateurs pour l'invitation. Je suis très contente d'être ici avec vous, d'autant plus que c'est effectivement une journée importante aujourd'hui dans le contexte du génocide à Gaza, qu'on puisse aussi exprimer notre solidarité avec le peuple palestinien et l'exprimer aussi en s'interrogeant sur finalement ce que la Palestine et en tout cas le génocide en ce moment à Gaza nous dit de la société internationale, du monde dans lequel on vit et de l'ordre du droit international qui est censé régir et garantir la paix normalement dans le monde. Et effectivement, j'ai décidé de partir d'un exemple très concret qu'on a tous et toutes en tête, qui est la reconnaissance de l'État de Palestine par un certain nombre d'États, dont la Belgique et la France, même si je sais que la Belgique a décidé d'ajuster la définition même de la reconnaissance en la rendant conditionnelle à l'éventualité d'un désarmement de Gaza, etc. Donc je vais y revenir et je vais m'appuyer sur cet exemple-là de la reconnaissance de l'État de Palestine en septembre dernier, dans le contexte toujours évidemment du génocide, je vais y revenir, pour montrer finalement comment ces séquences révèlent les limites structurelles d'un ordre international aujourd'hui inscrit dans un ordre international façonné par des hiérarchies coloniales et impérialistes. Et je vais y revenir. Mais avant de commencer, c'est quelque chose que je fais assez souvent en conférence maintenant, même si on est tous et toutes assez maintenant au courant de ce que veut dire un génocide d'un point de vue du droit international, mais comme on a encore des résistances du côté de nos dirigeants politiques notamment et d'une large partie de la classe médiatique, il me semblait important que je revienne très rapidement avant cela sur la notion de génocide. L'objectif, c'est pas de faire un cours de droit, mais c'est de rappeler que, contrairement à ce qu'on nous dit, ce n'est pas une notion politique qu'on doit débattre comme ça sur des plateaux télé avec des prétendus spécialistes de tout et de rien, mais que c'est avant tout une notion juridique qui est très claire en droit international, et c'est parce qu'elle est très claire qu'on doit aujourd'hui en parler dans le cas de ce qui se passe contre les Palestiniens de Gaza, et à mon avis, plus largement, il faut qu'on s'interroge aussi sur l'effacement même du peuple palestinien, où qu'il soit, sur le territoire de Palestine de 1948. Aujourd'hui, en droit international, la notion de génocide, elle est encadrée par une grande convention, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948. Et la définition est contenue dans son article 2, qui est repris à peu près de la même manière dans l'article 6 du statut de Rome de la Cour pénale internationale, à laquelle appartient aujourd'hui l'État de Palestine. Et je vais vous lire la définition du génocide. Le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. Et ensuite, la Cour cite 5 types d'actes matériels qui sont proscrits dans le contexte d'un génocide. Les meurtres de membres du groupe, évidemment, les atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe et le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Et donc, si je résume, il faut aujourd'hui, en droit international, démontrer être en présence de 3 critères. Et je vais les reprendre un par un pour vous montrer qu'effectivement, dans le cas de la bande de Gaza, il y a un génocide en cours, au moins depuis le 7 octobre 2023. D'abord, il faut évidemment l'existence d'un groupe protégé.
Ça ne fait évidemment pas débat, le peuple palestinien existe et témoigne de lui-même depuis des siècles maintenant. Et la Cour internationale de justice, dès le 26 janvier 2024, elle a dit que les Palestiniens de Gaza constituent une part substantielle du groupe palestinien plus large vivant en Palestine. Ils étaient, avant le début du génocide, 2,3 millions. Le deuxième élément, ce sont les actes matériels. Donc c'est les 5 actes matériels que je vous ai listés, et je vais y revenir dans un instant en vous en prenant 2 d'exemples, pour vous montrer que là aussi, ils sont malheureusement remplis, et continuent d'être remplis, en dépit d'un prétendu cessez-le-feu. Et enfin, le troisième critère, c'est l'élément intentionnel. C'est ce qui distingue le crime de génocide des autres crimes, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. C'est l'intention de détruire en tout ou en partie le groupe pour ce qu'il est. Donc ici, c'est la volonté d'Israël de détruire le groupe palestinien parce qu'ils sont palestiniens. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de présence palestinienne sur le territoire palestinien. Il faut démontrer que les auteurs des actes, qu'ils soient des auteurs militaires ou politiques, ont une intention de détruire physiquement le groupe. Et évidemment, parce que j'ai beaucoup entendu cet argument chez certains prétendus spécialistes, il n'est évidemment pas nécessaire que les auteurs soient parvenus à atteindre leur objectif pour parler de génocide. Sinon, la définition du génocide n'aurait aucun intérêt. Dès lors qu'on a des doutes, ne serait-ce que des doutes, sur la possibilité de commission d'un génocide, le régime juridique de la Convention sur le génocide entre en vigueur à l'égard de tous les États de la planète. Pas seulement l'État à l'origine du crime. Donc sur les actes matériels, maintenant, 2 exemples sur les 5 actes proscrits par la Convention. Le premier, c'est les meurtres de membres du groupe. Je ne vous fais pas la liste, on a tous en tête le nombre de victimes à minima aujourd'hui dans la bande de Gaza, entre 60 000 et 70 000 officiellement selon les chiffres des autorités au pouvoir dans la bande de Gaza, mais c'est un chiffre qui, d'après toutes les ONG et les Nations Unies, est largement sous-estimé. Certains estimant que ça peut monter, j'ai vu encore récemment le chiffre de 200 000 victimes. Malheureusement, c'est impossible de le dire aujourd'hui au vu de l'ampleur des destructions. La majorité des frappes israéliennes depuis le 7 octobre, elles visaient délibérément des civils, sans objectif militaire, avec une proportion massive de victimes femmes et enfants parmi les victimes. On est autour, selon les Nations Unies, de 80% de victimes femmes et enfants. Évidemment, ça ne veut pas dire que tous les hommes dans ce décompte sont des combattants des groupes armés. Ils sont présumés eux aussi être des civils jusqu'à ce qu'Israël apporte la preuve contraire. Et vous le savez tous et toutes, jusqu'à présent, Israël n'a jamais apporté la preuve d'une proportion de combattants dans ce chiffre. Israël mène ses attaques donc afin de causer délibérément un grand nombre de morts et de blessés dans la population civile. Et cela, ça se prouve simplement par l'utilisation des armes aujourd'hui. Israël a recours à ce qu'on appelle en droit international humanitaire des armes à large rayon d'impact dans des zones densément peuplées. Je m'explique. En droit international humanitaire, la proportionnalité implique que vous visez l'objectif militaire. C'est-à-dire que si vous ciblez un immeuble d'habitation et qu'à l'intérieur de cet immeuble, il y a un combattant d'un groupe armé quelconque, vous avez des armes de précision pour viser cet immeuble. Et Israël est un peu le spécialiste en la matière, parce que, par exemple, quand il est allé éliminer Ismaël Haniyeh à Téhéran, il a visé précisément la position de ce leader-là. Et on l'a vu aussi le faire dans d'autres contextes. Sauf que dans la bande de Gaza, il n'a pas recours à des armes de précision. Il a délibérément recours à des armes avec des charges explosives très importantes qui ont pour objectif de souffler l'intégralité du quartier qui est pris pour cible. Et là, je vous renvoie notamment au rapport qu'Amnesty International a produit dans les toutes premières semaines du conflit et du génocide dans la bande de Gaza. Ensuite, Israël souvent n'avertit pas les populations qui habitent dans la zone qui va être ciblée, contrairement à ce qu'affirme Israël. Dans la grande majorité des frappes, il n'y a pas d'avertissement préalable, donc vous n'avez pas la possibilité de fuir parce que vous n'êtes pas informé qu'un bombardement peut arriver. Et surtout, les bombardements ont souvent lieu la nuit, lorsque les familles se réfugient toutes au même endroit parce que au regard de l'étendue des dégâts, il y a une forte concentration aujourd'hui de la population palestinienne dans des endroits très localisés de l'enclave.
Ça, c'était sur le premier acte matériel, donc sur les meurtres de membres du groupe. Deuxième exemple d'acte matériel que Israël viole au quotidien dans la bande de Gaza, c'est la soumission à des conditions de vie devant entraîner la destruction du groupe palestinien. Et cela passe par des outils, des méthodes qu'Israël manie plutôt bien, qui est notamment l'organisation de la famine, utilisée comme méthode de guerre. Et ça, ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots de la Cour pénale internationale, qui, dans les charges retenues dans l'émission des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, les juges de la CPI parlent d'un recours à la famine comme méthode de guerre. Donc, délibérément, Israël organise la famine afin de détruire lentement le groupe palestinien. Ça passe aussi par un nombre incalculable d'épidémies qui se diffusent par un manque d'hygiène organisé, toujours par Israël. Et à titre d'exemple, en mars 2024, on comptait une douche pour 1290 personnes à Gaza. Donc, je vous laisse imaginer l'ampleur des épidémies que cela peut engendrer. C'est évidemment la destruction de l'intégralité des infrastructures essentielles, que ce soit les écoles, les hôpitaux, les cliniques, les maternités, c'est le blocage de l'aide humanitaire, etc. Et tout cela constitue aujourd'hui une stratégie de destruction lente du groupe palestinien. Et c'est en cela que le second acte matériel de cette liste, de l'article 2 de la Convention pour la prévention du crime et la répression du crime de génocide, est malheureusement rempli. Et toutes ces conditions qu'on connaît aujourd'hui dans la bande de Gaza, elles ont été rendues possibles par l'impact des dégâts et de la destruction des infrastructures par Israël, donc par l'entrave à l'aide humanitaire, mais aussi par le déplacement massif des Palestiniens. Aujourd'hui, nous assistons à la plus grande vague de déplacements forcés des Palestiniens depuis la Nakba, la catastrophe en 1947-1948. Sachant que tout cela ravive évidemment des traumatismes parce que 70% des Palestiniens de la bande de Gaza sont des survivants directs de la Nakba ou des descendants de survivants de la Nakba. Et enfin, ces violations du droit international, elles sont répétées et simultanées. Et contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui, le génocide continue à Gaza parce que ces actes matériels persistent. Enfin, sur le troisième élément, c'est l'intention génocidaire. Cette intention génocidaire, elle se déduit du contexte général que j'ai évoqué, de la systématicité des actes, de leur ampleur et de la persistance des violations du droit international. Mais elles sont aussi révélées par les déclarations publiques de responsables militaires et politiques israéliens qui qualifient, je cite quelques exemples, les Palestiniens d'animaux humains, ça c'était Yoav Gallant, ou promettant une dévastation totale, Israël Katz, ou affirmant que c'est toute une nation qui est responsable, et ça c'était Isaac Herzog, le président israélien. Et donc ces propos associés à des pratiques militaires récurrentes illicites démontrent une volonté délibérée de détruire le groupe palestinien pour ce qu'il est. Et donc c'est pour ça que l'Afrique du Sud a introduit une instance le 29 décembre 2023 devant la Cour internationale de justice sur la base donc, de cette convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, accusant Israël de commettre un crime de génocide avec l'intention spécifique de détruire les Palestiniens de la bande de Gaza. Cette requête, elle a donné lieu à 3 ordonnances importantes de la Cour internationale de justice, le 26 janvier, le 28 mars, et puis une troisième en mai 2024. Et dans ces 3 ordonnances, en tout cas la première le dit déjà très clairement, il y a aujourd'hui, selon la CIJ, un risque plausible de génocide. Dire qu'il y a aujourd'hui un risque plausible de génocide, en tout cas le dire en janvier 2024, ça enclenche immédiatement un régime juridique particulier à l'encontre de tous les États de la planète qui ont l'obligation de tout faire pour empêcher le crime de génocide, pour le prévenir, pour l'empêcher et pour le réprimer une fois qu'il a lieu. Sauf que, et vous le savez, aucun État européen, en tout cas ni côté belge ni côté français, n'ont mis en œuvre leurs obligations à l'égard de cette convention, alors que cela passe par exemple par l'adoption de sanctions à l'égard des dirigeants israéliens, pour commencer, par la suspension et la renégociation des accords au niveau bilatéral et au niveau européen,
Ça passe également par un embargo sur les armes, par la cessation de commercer avec un certain nombre d'entreprises israéliennes, etc. Et évidemment, tout cela aujourd'hui n'est pas le cas, et donc un certain nombre de pays comme la Belgique et la France sont en infraction avec le droit international. Ce contexte de génocide dans la bande de Gaza, il s'inscrit par ailleurs dans une accélération du projet colonial israélien partout en Palestine, y compris en Cisjordanie, qu'on a oublié depuis 2 ans, mais de fait parce qu'à Gaza, un génocide est en cours. Mais il est aussi important de rappeler que ce qui se passe en Cisjordanie s'inscrit dans le contexte très global du projet colonial israélien et le projet donc d'effacement et d'expropriation des terres palestiniennes à son peuple. Et la Cour internationale de justice, une fois encore, elle s'est prononcée le 19 juillet 2024 en rendant un avis consultatif sur la situation de l'occupation et de la colonisation en Cisjordanie. Et c'est la première fois qu'une juridiction internationale se prononce sur les politiques et pratiques israéliennes dans le territoire palestinien, je vais y revenir, qu'elle parle des politiques discriminatoires et notamment du régime d'apartheid et de ségrégation raciale qui est à l'œuvre en Cisjordanie, et enfin qu'elle conclut tout simplement à l'illicéité de la présence israélienne en Palestine. Et donc je vais y revenir en 2 points. D'abord sur les politiques et pratiques israéliennes, souvent on nous dit ici en Europe que non, ce n'est pas Israël, le problème c'est les dirigeants de droite et d'extrême droite du gouvernement israélien, etc. Ce que rappelle la Cour, c'est que la situation en Cisjordanie est le fruit d'une politique d'État. La politique coloniale en place, c'est une politique d'État. Et donc, la CIJ, quand elle rend cette décision, c'est Israël qu'elle cible. Elle commence tout d'abord par rappeler le lien fondamental, évidemment, entre l'occupation militaire et la colonisation, en violation de l'article 49 de la 4e Convention de Genève, qui est une infraction grave à cette convention et donc qui constitue un crime de guerre au sens du droit international. Parce qu'aujourd'hui, vous avez en Cisjordanie et à Jérusalem-Est plus de 800 000 colons, avec une augmentation de plus de 220% de la colonisation depuis le début des années 2000. Et la Cour, elle fait une liste très édifiante de toutes ces politiques israéliennes. Elle parle de l'implantation des colonies de peuplement, avec la création d'infrastructures civiles qui sont spécialement conçues pour les colons. C'est toutes les grandes routes, notamment de contournement, que les Palestiniens n'ont pas le droit d'emprunter dans leur propre pays. C'est l'investissement de milliards de dollars par Israël pour construire ces infrastructures. Une partie de cet argent provient de nos impôts et permettent aujourd'hui à Israël de construire ses routes, ses réseaux d'eau, d'égouts, ses systèmes de communication, des centres d'enseignement, des centres de santé, des hôpitaux dans les colonies. Ensuite, la Cour, elle parle évidemment de la confiscation et de la réquisition massive des terres palestiniennes. C'est plus de 2000 km de terres palestiniennes expropriées en Cisjordanie, en zone C en particulier, depuis 1967. Je vous laisse imaginer l'ampleur de l'expropriation. Et elle précise que la plupart de ces terres ont été allouées aux colons israéliens, qui aujourd'hui bénéficient des meilleures terres en Cisjordanie. Elle parle ensuite de l'exploitation massive des ressources naturelles palestiniennes. Israël, depuis les accords d'Oslo, a un contrôle absolu de la zone C, qui représente 60% de la Cisjordanie, et c'est précisément en zone C que se trouve la majeure partie des grandes ressources naturelles palestiniennes, notamment l'eau. Et donc aujourd'hui, l'OMS nous dit que les Palestiniens ont un accès à l'eau en Cisjordanie en dessous du minimum que chaque être humain a besoin pour vivre dignement chaque jour. Sans compter que vous avez énormément de coupures d'eau quand vous êtes en Cisjordanie. Alors que cette eau-là, elle est précisément allouée aux colonies qui, elles, ont accès massivement à l'eau quand elles en ont besoin. Ensuite, le troisième point que la Cour évoque, c'est l'extension de la législation israélienne. Israël, aujourd'hui, a mis en place un double système. Quand vous êtes un Palestinien de Cisjordanie, vous dépendez automatiquement des tribunaux militaires israéliens. Vous avez aujourd'hui en Cisjordanie un système militaire qui quadrille le territoire avec plus de 1600 ordres militaires de tout ordre. L'interdiction de diffuser des tracts dans certains endroits de la Cisjordanie, l'interdiction de faire des rassemblements, des manifestations, l'organisation sous forme de syndicats, d'associations, tout ça est régi par des ordres militaires israéliens. Et si vous violez un de ces ordres, vous finissez devant un tribunal militaire israélien. Alors que les colons israéliens et les colons juifs non israéliens, eux, relèvent des tribunaux civils israéliens. Et donc là, on a une véritable séparation juridique
et je vais y revenir, qui amène à ce système d'apartheid que la Cour évoque. Enfin, c'est deux autres points que la Cour évoque dans cette politique d'État, c'est le déplacement forcé de la population palestinienne, parce qu'évidemment la confiscation à grande échelle des terres et des ressources naturelles palestiniennes a poussé de nombreux Palestiniens à fuir leurs propres terres. Et entre juin 2022 et mai 2023, ce sont plus de 1000 Palestiniens qui ont été déplacés à la suite de la démolition, de la confiscation, de la mise sous scellé de leurs biens. Sans aucun... il y a des ordres militaires qui permettent à l'armée israélienne de confisquer du jour au lendemain des terres palestiniennes, et ces personnes-là sont expulsées du jour au lendemain, sans possibilité même de le contester devant les tribunaux. Et enfin, la Cour déduit de toutes ces politiques étatiques une violence généralisée contre les Palestiniens. Elle souligne qu'il y a un accroissement aujourd'hui de cette violence qui provient tant bien des colons, qui peuvent agir en toute impunité. Vous avez vu toutes ces vidéos de colons qui tirent délibérément sur des Palestiniens, mais aussi des forces de sécurité israéliennes. Il faut le voir, que ce soit au checkpoint, que ce soit dans les villages, dans les villes, y compris dans les villes qui sont censées être sous le contrôle de l'autorité palestinienne. Aujourd'hui, vous avez une violence généralisée, et la Cour dit, je reprends ces termes, elle parle d'un climat général d'impunité en Palestine. Et donc, la Cour déduit de toute cette liste qu'elle fait elle-même qu'aujourd'hui, cette occupation, elle prend la forme d'une annexion d'une large partie du territoire palestinien. C'est-à-dire que pour la Cour, Israël a l'intention de rester définitivement en Palestine. Et c'est la Cour qui fait ce propre constat, et il suffit d'aller en Palestine pour se rendre compte qu'aujourd'hui, de la mer Méditerranée au Jourdain, c'est Israël qui contrôle l'intégralité de la Palestine historique. Où que vous soyez, en zone A, en zone B, en zone C, à Jérusalem, à Gaza, en Palestine de 48, c'est Israël qui contrôle de la naissance à la mort la vie des Palestiniens aujourd'hui. Et donc, la Cour parle d'annexion. Le régime juridique, évidemment, évolue quand on parle d'annexion, parce que normalement, quand c'est une annexion, on n'est plus sur le régime de l'occupation militaire. Donc les Palestiniens devraient avoir les mêmes droits, normalement, que les Israéliens. Ce n'est évidemment pas le cas. La Cour, ensuite, passe sur... elle fait la liste de toutes les méthodes, toutes les pratiques qui traduisent cette annexion, mais je ne vais pas y revenir, je vais juste vous donner un petit exemple qui est, à mon avis, important à avoir en tête. C'est le cas de Jérusalem-Est, qui est aujourd'hui complètement annexé et intégré au territoire, à l'État d'Israël. Un Palestinien à Jérusalem-Est, il n'a pas d'identité, il n'a pas de passeport palestinien, mais il n'a pas non plus de passeport israélien. Il a une simple carte de résident, donc il ne peut pas circuler comme il veut. Et surtout, cette carte de résident, Israël peut la retirer à tout moment. Et l'un des motifs les plus invoqués par les autorités israéliennes, c'est, je cite, un manquement à l'obligation due à l'État, un manquement à la loyauté à l'État d'Israël. Ça, c'est l'un des arguments les plus souvent invoqués par le ministère de l'Intérieur israélien pour retirer la carte de résident à un Palestinien de Jérusalem-Est. Sans compter qu'évidemment, un Palestinien de Cisjordanie qui se marie avec, par exemple, une Palestinienne de Jérusalem-Est n'aura pas le droit à la réunification familiale, il n'a pas le droit de venir vivre à Jérusalem-Est. Un Palestinien de Cisjordanie qui se marie avec une Palestinienne de 48, qui habite par exemple à Jaffa ou dans une autre ville du territoire de 48, n'a pas le droit de venir s'installer en Palestine de 48, alors que si un Israélien demain venait à se marier avec une Israélienne, un colon, ou alors avec un juif non israélien ou un étranger, la réunification familiale est autorisée par le droit israélien. Donc ça, c'est aussi, je vais y revenir, une partie importante des discriminations. Et je cite la Cour, ces politiques et pratiques israéliennes sont destinées à rester en place indéfiniment et à créer sur le terrain des effets irréversibles. En conséquence, elles équivalent à une annexion de vastes parties du territoire palestinien occupé. Deuxième nouveauté de cette décision très importante aujourd'hui pour comprendre la situation en Palestine, c'est que la Cour fait une liste de toutes les discriminations auxquelles font face les Palestiniens. Je vais vous en citer quelques-unes. Donc c'était la politique relative au permis de résidence, je n'y reviens pas. En Cisjordanie, c'est l'interdiction de résider à Jérusalem-Est, la restriction à la liberté de circulation. Quand vous faites Bethléem, qui est plutôt dans le centre de la Cisjordanie, à côté de Jérusalem, et que vous allez dans le sud à Hébron, en voiture, normalement, c'est 30 minutes, parce que c'est vraiment à côté. Mais dans la pratique, dans les faits, vous mettez plus de 2 heures
Je l'ai fait d'expérience, vous mettez plus de 2 heures parce que vous avez un nombre incalculable de barrages militaires. Pareil, si vous allez dans le nord, si vous allez vers Naplouse, si vous allez vers Ramallah, si vous allez vers Jenin, vous mettez 2 à 3 heures. C'est la présence de près de 600 barrages militaires, le mur, évidemment, les restrictions sévères à la circulation avant le 7 octobre, évidemment, entre la Cisjordanie et la bande de Gaza, aujourd'hui c'est impossible. Les difficultés d'accès aux lieux de culte musulmans et chrétiens à Jérusalem. Les Palestiniens chrétiens et musulmans de Cisjordanie ont très peu accès à leurs lieux de culte à Jérusalem. C'est la destruction par Israël des routes et des infrastructures utilisées par les Palestiniens. C'est la démolition des biens palestiniens. Et c'est surtout, selon la Cour, une double séparation, une séparation physique. Tout ça entraîne une séparation physique avec une fragmentation de la Palestine, un encerclement des communautés palestiniennes qui sont toutes isolées les unes des autres, et une séparation juridique. Donc, je vous l'ai dit, les Palestiniens dépendent des tribunaux militaires, les Israéliens colons dépendent des tribunaux civils. Et la Cour dit que cette double séparation juridique et physique entraîne aujourd'hui l'imposition d'un système d'apartheid et de ségrégation raciale en Palestine. Et elle dit, la Cour est d'avis, je la cite, que le régime de restriction générale qu'Israël impose aux Palestiniens dans le territoire palestinien occupé est constitutif de discrimination systémique fondée notamment sur la race, la religion ou l'origine ethnique. Et ça, ce sont les mots de la Cour. Enfin, toujours dans cette décision importante, évidemment, une fois qu'elle a fait toute cette liste, qu'elle a dressé le régime juridique en place, etc., la Cour en tire les conséquences sur le statut juridique même de l'occupation et du droit à l'autodétermination du peuple palestinien. La Cour commence par rappeler une évidence, le peuple palestinien a le droit à l'autodétermination. C'est un droit fondamental qui lui est reconnu depuis très longtemps et auquel elle est privée de par l'intégralité des politiques coloniales israéliennes en place. Et donc, ces politiques, la Cour, encore une fois je la cite, entraîne des changements dans le caractère physique, le statut juridique, la composition démographique et l'intégrité territoriale du territoire palestinien. Et ces changements manifestent une intention de créer une présence israélienne permanente et irréversible dans le dit territoire. La Cour, elle est en fait à deux doigts de nous dire que c'est bientôt trop tard si on ne fait rien. Et elle en conclut par le fait que l'occupation militaire elle-même est aujourd'hui illicite. Je m'explique très vite. En droit international, normalement, l'occupation militaire n'est pas illicite en soi, si elle est temporaire et si elle ne permet pas à la puissance occupante d'acquérir un titre de souveraineté sur le territoire qu'elle occupe. C'est une spécificité du droit, mais un État, ça arrive qu'après une guerre entre deux États, il y ait une occupation militaire temporaire, le temps de régler, entre guillemets, le départ de l'État occupant. Sauf que pour la Cour, dans le cas d'Israël, on assiste à une double violation du principe de l'interdiction de l'acquisition de territoire par la force, qui est proscrit par la Charte des Nations Unies, et la violation du droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Et la combinaison de ces deux violations de droits fondamentaux font que, aujourd'hui, la présence israélienne en Palestine est illicite. Et je vais conclure sur cette décision avant de passer à la suite en reprenant la conclusion très forte de la Cour. Je la cite. L'utilisation abusive persistante de sa position en tant que puissance occupante, à laquelle Israël se livre en annexant le territoire palestinien occupé et en imposant un contrôle permanent sur celui-ci, ainsi qu'en privant de manière continue le peuple palestinien de son droit à l'autodétermination, viole des principes fondamentaux du droit international et rend illicite la présence d'Israël dans le territoire palestinien occupé. Il faudrait que cette phrase soit envoyée à tous nos dirigeants pour qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, il est presque trop tard et qu'ils ont l'obligation surtout d'agir. Pourquoi ? Parce que la Cour dit que la violation du droit à l'autodétermination d'un peuple colonisé est un droit fondamental, mais surtout un droit erga omnes, ce qui veut dire que c'est un droit qui s'impose à tous les États de la planète, quels qu'ils soient. Et donc, évidemment, il y a des conséquences pour Israël dans cet ordre colonial. Il est le premier responsable et il faut démanteler l'ordre israélien. Mais surtout, la Cour dit la société internationale a des obligations et ça viendra d'elle. Si on veut que demain l'ordre colonial israélien soit démantelé, il faut passer par une responsabilisation de la société internationale. Et l'Assemblée générale des Nations Unies, en septembre 2024, a fait sienne le dispositif de la décision de la Cour. Elle a appelé tous les États à favoriser la réalisation du droit à l'autodétermination. Elle leur a demandé de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation.
c'est-à-dire de faire la distinction dans leurs échanges en la matière entre Israël et le territoire palestinien. Là, je cite la décision, cesser la fourniture ou le transfert d'armes à Israël, qui pourrait être utilisé en Palestine, et prohiber l'importation de tout produit provenant des colonies de peuplement israéliennes. L'Union européenne, par exemple, ne prohibe pas l'arrivée sur son marché des produits des colonies israéliennes. Il impose simplement un étiquetage pour qu'on puisse savoir d'où provient le produit, sauf que les entreprises israéliennes sont assez fortes en la matière et elles arrivent à contourner ce système en faisant en sorte que l'étiquetage soit celui d'un État membre de l'Union européenne. Cet avis, il est important donc parce qu'il clarifie l'intégralité des normes juridiques applicables dans la guerre aujourd'hui à Gaza, mais aussi dans l'ordre colonial israélien. Mais, et on le voit depuis 2 ans maintenant, et depuis maintenant 1947, tout ce que le droit aujourd'hui devrait imposer est inopérant dans le cas de la Palestine. Et il est inopérant précisément parce que l'ordre colonial israélien s'appuie sur un ordre international complice et hypocrite qui est lui-même structuré autour de hiérarchies coloniales. Et je vais y revenir maintenant comme exemple avec la reconnaissance de l'État de Palestine le 22 septembre dernier, évidemment en m'appuyant sur 2 exemples, la France et la Belgique. La reconnaissance de l'État de Palestine, tardive et symbolique, je vais aussi y revenir sur cet aspect symbolique, s'inscrit dans une stratégie de blanchiment diplomatique. Elle vise moins à rompre avec cette complicité structurelle de la France et de la Belgique, avec un État colonial israélien, qu'à restaurer symboliquement son image, leur image de puissance respectueuse du droit international, alors même qu'elle continue tous les jours d'en violer les principes les plus élémentaires. En se prévalant du langage du droit pour masquer leur inaction, les États européens et le Canada également, qui ont reconnu la Palestine, tentent d'apparaître comme garantes d'un ordre juridique international qu'elles contribuent en réalité à délégitimer. Par ce geste, par cette reconnaissance, elles vont tenter de se racheter à bon compte, tout en persistant à méconnaître leurs obligations positives, celles que je vous ai listées, découlant du droit international, et en particulier celle de prévenir et de réprimer le crime de génocide, et évidemment celle de ne pas prêter aide ou assistance au maintien d'une situation illicite. Ici, évidemment, l'ordre colonial israélien. Et c'est à partir de cette contradiction entre l'affirmation d'un respect de la légalité internationale qu'on entend tous les jours dans les discours de nos dirigeants politiques et la perpétuation de pratiques qui la vident de son sens que je voudrais poursuivre donc ma réflexion. Car la reconnaissance de l'État de Palestine, ce n'est pas un acte isolé, contrairement à ce qu'on nous dit. Elle s'inscrit dans un ensemble de dynamiques où le droit international, loin d'être un instrument d'émancipation des peuples, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, se fait vecteur de stabilisation de ce que j'appelle le désordre colonial. Et le cas de la Palestine en est l'exemple le plus marquant actuel. Pour en saisir la portée, il faut replacer, à mon sens, la reconnaissance de l'État de Palestine dans la structure même de l'ordre international, tel qu'il s'est constitué après 1945, sur le fameux adage « plus jamais ça », et dans la manière dont il continue d'organiser sous couvert d'universalité la hiérarchie des peuples et des souverainetés. Et c'est à cette analyse, donc, celle du lien entre notre ordre international et le maintien de l'ordre colonial israélien, que je vais revenir à travers cet exemple. D'abord, peut-être, très rapidement, il me semble important de définir ce qu'est la reconnaissance pour comprendre sa portée symbolique dans le contexte colonial. Évidemment, contrairement à ce qu'on nous dit, l'existence d'un État ne dépend pas de sa reconnaissance. On ne peut pas faire peser l'existence d'un État sur la décision d'autres États. Et donc, il suffit que l'État qui fait face, en tout cas qui réclame sa reconnaissance, remplisse les 3 critères admis en droit international, à savoir le territoire, le peuple et le gouvernement, pour pouvoir revendiquer le statut d'État. Sur la Palestine, il ne fait pas débat. L'État de Palestine, d'un point de vue du droit international, il existe. Il y a un peuple, il y a un gouvernement, il y a un territoire. Il est simplement empêché par un fait illicite en droit international, qui est l'occupation israélienne. Et donc, la reconnaissance, c'est pour ça que c'est important, elle n'a qu'une valeur déclarative en droit international. C'est-à-dire que l'État, la France, la Belgique, le Canada, l'Australie, etc., disent « nous constatons
que face à nous, il y a un État qui remplit les critères traditionnellement admis en droit international, et donc on décide d'enclencher une relation juridique bilatérale avec ce nouvel État, tout simplement. La reconnaissance, ce n'est rien d'autre que ça. Et donc c'est pour ça qu'il y a une forme d'hypocrisie aujourd'hui dans cette séquence qu'on a vécue en septembre dernier. Et évidemment, à première vue, ce geste, il pourrait nous sembler historique, en tout cas c'est ainsi que les médias en Occident nous l'ont présenté, parce qu'on pourrait y voir une sorte de fracture dans le bloc occidental entre notamment les États-Unis d'Amérique et nous. Et une sorte de sursaut moral face à la guerre génocidaire qu'Israël mène contre les Palestiniens. Et c'est évidemment, je vous renvoie au discours, par exemple, d'Emmanuel Macron à la tribune de l'Assemblée Générale, le 22 septembre dernier. Il parle d'un moment historique que l'on est en train de vivre et d'une réponse au génocide. Ils n'ont pas évidemment au génocide, mais en tout cas une réponse à la situation que l'on vit à Gaza. Et j'ai noté quelques termes entendus sur les plateaux télé immédiatement après le discours de Macron. Ça parlait de sursaut, de courage, de position ferme à l'égard d'Israël, etc. Mais en réalité, la reconnaissance de la Palestine sans sanction, et surtout, j'insiste là-dessus, sans démantèlement de l'ordre colonial israélien partout en Palestine, c'est une fois de plus le symbole qui prend le dessus sur la responsabilité juridique et politique des États. Et c'est pour ça que je parle de blanchiment politique collectif. Parce que, après avoir accompagné le projet d'effacement du peuple palestinien depuis 1947, la France, la Belgique et un certain nombre d'alliés, je mets de côté l'Espagne qui a une position quand même un peu plus, entre guillemets, courageuse à l'égard du génocide, tous ces États cherchent désormais à se racheter à peu de frais. Surtout, cette reconnaissance, elle permet à mon sens d'occulter volontairement un des seuls sujets qui devrait prévaloir aujourd'hui dans le contexte palestinien, c'est le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Et je vais y revenir. Petite précision d'abord, les dirigeants israéliens eux-mêmes ont bien cerné l'objectif de cette séquence et surtout ils ont bien cerné son enjeu symbolique de cette démarche. Et d'ailleurs, ils ont tout de suite montré dans les actes qu'ils entendaient bien cantonner la reconnaissance au registre du symbolique, parce que je cite le Premier ministre israélien, quelques heures seulement après l'annonce de cette reconnaissance massive, en tout cas du côté européen, je cite « Aucun État palestinien ne verra le jour à l'ouest du Jourdain ». Le même 2-3 heures seulement après l'annonce de la reconnaissance, 50 Palestiniens à Gaza étaient tués dans un bombardement. Cette impunité totale, elle résulte de décennies de complicité et d'hypocrisie occidentale. Ce sont précisément ces grandes puissances occidentales qui aujourd'hui reconnaissent la Palestine, qui ont permis la dépossession de celle-ci en 1947-1948, puis qui ont armé, financé et légitimé Israël et son projet colonial, transformant aujourd'hui Gaza en, je cite les mots d'Antonio Gutiérrez, cimetière à ciel ouvert. Après avoir entenu ce cycle de dépossession et de destruction, ces puissances occidentales cherchent désormais à se blanchir à peu de frais par une reconnaissance tardive, il faut aussi le dire. C'est beaucoup trop tard aujourd'hui comme reconnaissance, et sans portée réelle d'un État que l'occupation empêche toujours d'exister. Et donc reconnaître la Palestine tout en laissant ce projet de dépossession, d'extermination et d'expropriation se maintenir sous nos yeux en direct, pas seulement à Gaza mais partout en Palestine, c'est prolonger le cynisme d'une certaine manière. Pourquoi ? Parce que c'est satisfaire, ou en tout cas tenter de satisfaire les opinions publiques occidentales qui sont beaucoup plus courageuses que nos dirigeants et qui manifestent quotidiennement leur solidarité avec le peuple palestinien, tout en préservant son allié israélien et en le laissant surtout parachever son projet colonial. C'est pourquoi toute reconnaissance d'un État de Palestine sans l'adoption de sanctions qui soient réellement dissuasives, j'entends pas les petites sanctions comme on a pu le voir avec l'Union européenne qui a adopté quelques sanctions contre certains colons dits extrêmes, comme si les autres colons ne l'étaient pas, se cantonne au registre du symbolique. Et surtout, les obligations internationales. Parce que si, d'un point de vue de la morale, les États internationaux n'ont pas envie d'aller sur ce registre, ce n'est pas grave. Ils peuvent aller tout simplement sur le registre du droit et se borner à respecter leurs obligations juridiques, sauf que la reconnaissance ne permet nullement à des États comme la France, la Belgique, l'Australie, le Canada, etc., de remplir leurs obligations internationales. Et c'est ce que dit très clairement la CIJ quand elle parle de risque plausible de génocide à Gaza. Depuis les reconnaissances,
aucune sanction n'a été adoptée. Vous n'avez aucun embargo aujourd'hui sur les armes qui continuent de transiter par les ports français notamment avant de partir vers Israël. Et donc à mon sens, cette reconnaissance, en tout cas dans la manière dont elle a été faite, traduit une posture coloniale des États occidentaux. Dans la question de Palestine, nombre d'États occidentaux ont occulté le droit à l'autodétermination. Si vous écoutez l'intégralité des discours de tous les dirigeants occidentaux qui ont annoncé reconnaître l'État de Palestine, qu'il s'agisse du Royaume-Uni, qu'il s'agisse du Canada, de l'Australie, de la France et un certain nombre d'États, la Belgique, le mot autodétermination n'est jamais prononcé dans ces discours-là. Alors même que, et il semble important de le préciser alors que c'est une évidence, la mise en œuvre du droit à l'autodétermination appartient au seul peuple colonisé. Il est le seul à pouvoir décider la manière dont il entend s'autodéterminer. La responsabilité des États dans cette démarche est uniquement d'accompagner la mise en œuvre de l'autodétermination en suivant les modalités choisies par le peuple colonisé. Et c'est notre seule obligation juridique. Or, la reconnaissance d'un État palestinien qui est limité aux frontières de 1967, Cisjordanie, Jérusalem-Est et bande de Gaza, vient imposer de l'extérieur une solution au peuple colonisé, c'est la fameuse solution à deux États, comme horizon politique indépassable et comme unique horizon. C'est la solution à deux États et le seul cadre politique aujourd'hui imposé dans toute négociation politique. Et dans tous les textes, résolutions à l'Assemblée générale, au Conseil de sécurité, au niveau de l'Union européenne ou de la Ligue arabe, aujourd'hui, la seule solution imposée est la solution à deux États, sans que jamais le peuple palestinien n'ait été consulté. Vous n'avez jamais vu un Palestinien de Gaza, par exemple, à la tribune du Conseil de sécurité, dire ce que lui, il entendait par la mise en œuvre de son droit. Et donc, cette imposition sans consultation du peuple concerné relève d'une logique coloniale. Elle consiste à décider à la place du peuple qui subit l'oppression. Et occulter cet élément est volontaire de la part des grandes puissances qui furent elles-mêmes, et il faut le redire, ou continuent d'être, des puissances coloniales et impériales. La même posture coloniale ressort, et j'en dis un mot aussi parce que c'est important, des conditions qui ont été imposées à toute reconnaissance effective. D'ailleurs, le terme même de reconnaissance effective qui a été employé par la Belgique est une nouveauté en droit international. Il n'y a qu'une possibilité, soit on reconnaît, soit on ne reconnaît pas un État. Et donc, cette posture coloniale, elle ressort des conditions qu'on impose à cette reconnaissance, à savoir notamment un État palestinien démilitarisé, avec un droit de regard sur la gouvernance palestinienne interne. Alors que je rappelle qu'il y a un principe fondamental du droit international, qu'il y a non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. On n'a pas à s'ingérer dans le choix et la forme politique ou constitutionnelle d'un État. Alors que dans le même temps, l'État d'Israël peut demeurer structurellement colonial, armé et raciste. Par ailleurs, prétendre que cette solution suffirait à mettre fin au projet colonial est une illusion qui passe sous silence des questions fondamentales. Qu'en est-il, par exemple, du droit au retour des millions de réfugiés palestiniens, aujourd'hui en exil, qui n'ont jamais pu poser pied sur leur terre, et qui sont en exil un peu partout dans le pays du Proche-Orient, dans le monde, et à qui on ne prête jamais voix au chapitre, et qui sont aujourd'hui silenciés dans les discussions politiques. Et enfin, comment parler d'un État palestinien alors qu'Israël contrôle en pratique l'intégralité de ce territoire ? Venons-en maintenant donc à ce que cette reconnaissance par un certain nombre d'États occidentaux dit de cette reproduction de ce que j'appelle donc le désordre colonial aujourd'hui. L'ordre international contemporain, donc post-Seconde Guerre mondiale, qui a été bâti sur donc, cette idée du plus jamais ça, s'est construit sur une contradiction originelle. Il prétendait rompre avec les logiques impériales. Rappelez-vous des fameux 14 points de Wilson, notamment, qui nous disaient que le droit à l'autodétermination était important, tout en étant conçu, ce droit international et cet ordre, par des puissances qui restaient coloniales. La France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, etc. La France qui reste aujourd'hui un État colonial, notamment en Kanaki. Et donc, la Charte des Nations Unies a proclamé en 1945, en tout cas elle a inscrit comme l'un de ses buts dans la Charte, l'égalité souveraine des États et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Tout en instituant en parallèle, et c'est là l'hypocrisie, un système hiérarchisé, dominé par 5 puissances, dotées d'un droit de veto au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies.
organe qui a pourtant la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale dans le monde. Et donc, on a donné à ces 5 États, la France, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni, et les États-Unis, le droit de décider pour le sort de milliards de personnes sur la planète. Et depuis 1945, cette composition du Conseil de sécurité n'a jamais évolué. Vous n'avez aucun État africain qui dispose d'un droit de veto, vous n'avez aucun État des Amériques qui dispose d'un droit de veto, vous n'avez aucun État arabe qui dispose aujourd'hui d'un droit de veto, alors même que la composition politique et géographique des Nations Unies a largement évolué. On est passé de 51 États en 1945 à 193 États membres aujourd'hui. Et donc ce dispositif, loin d'être un simple déséquilibre institutionnel et passager, a produit une hiérarchie structurelle et normative de notre ordre international favorable à ce petit cercle de dominants qui se protègent aujourd'hui entre eux et auquel Israël appartient par l'intermédiaire des États-Unis. Le droit international consacre donc une égalité abstraite, celle de la Charte, qui dans la pratique demeure subordonnée aux hiérarchies de puissance héritées de cet ordre impérial. Et loin d'être un instrument neutre, le droit international lui-même fonctionne comme un dispositif de régulation des rapports de domination hérités de cet ordre impérialiste et colonial. L'ordre international est devenu une structure hiérarchisée où la reconnaissance de l'autre, ici de la Palestine, la légitimité de l'autre, la Palestine toujours, et la sanction en cas de violation dépendent du degré d'intégration à un système de puissance. Et je vous laisse imaginer le degré d'intégration d'Israël à ce système. Ce différentiel de traitement, il est lié à la nature même du droit international, universel en théorie, mais sélectif dans sa mise en œuvre. Les crimes internationaux commis par certains États déclenchent la sanction, comme c'est le cas pour la Russie, qui du jour au lendemain s'est retrouvée sous sanction. Dès le lendemain de l'agression russe de l'Ukraine, elle a été placée sous sanction, quand ceux d'un allié se soldent par une simple reconnaissance des droits fondamentaux du peuple victime, sans réelle mise en œuvre de ses droits. Et donc, à mon sens, la Palestine n'est pas seulement victime de ce système, elle en révèle la structure et les biais coloniaux. Sous couvert d'universalité, il produit une différenciation quasi normative où certaines violations du droit sont acceptées, voire justifiées. C'est le fameux discours sur le droit à la légitime défense d'Israël, je ne reviens pas là-dessus. Et en somme, la Palestine ne met pas seulement en exergue l'échec du droit international à faire cesser une situation coloniale de nature génocidaire, elle révèle donc ce désordre international qui est devenu un cadre d'action politique. En réalité, le droit international ne fait pas disparaître la violence, alors même que sa mission première est la pacification des relations internationales, mais elle la rend administrable. En quelque sorte, le droit international normalise l'illégalité, l'inacceptable, au nom du maintien d'un ordre international façonné par ces grands empires. Et à titre d'exemple, durant mes travaux de doctorat, j'ai recensé l'intégralité des résolutions du Conseil de sécurité qui ont été adoptées sur les questions israélo-arabes et israélo-palestiniennes entre 1947 et 2024. Le Conseil en a adopté plus de 309 de résolutions. Aucune n'a été adoptée sous le régime du chapitre 7 qui permet le déclenchement de sanctions de tout type, pas uniquement militaires, contre l'État d'Israël. Et donc cette séquence, je vais en conclure par là, elle révèle l'ineffectivité du droit international et de ses normes prétendument universelles, mais elle révèle aussi malheureusement, et en tant que juriste c'est aussi dur à dire, l'ineffectivité de nos juridictions internationales qui ont aussi été très claires pourtant sur le sujet, que ce soit la Cour internationale de justice ou que ce soit la Cour pénale internationale qui a émis des mandats d'arrêt contre 2 des dirigeants israéliens, même si à mon sens la Cour pénale internationale fait preuve de beaucoup de déception parce qu'elle ne va pas assez loin. L'ordre international reste paralysé par sa structure même et par le consensus des puissances occidentales à préserver leurs intérêts et ceux de leurs alliés coûte que coûte, quitte à déployer un double standard dans l'application du droit international. Ainsi, la reconnaissance de l'État de Palestine s'inscrit dans cette logique. Elle ne vise pas à se conformer au droit, mais à le neutraliser. Le droit international, au lieu de protéger le peuple palestinien, agit ici comme langage de légitimation d'une situation coloniale qu'il ne parvient plus à dissimuler. L'ordre juridique international, présenté donc comme émancipateur pour tous les peuples de la planète, devient alors l'infrastructure de ce désordre colonial, comme l'explique très bien la juriste palestinienne Noura Erakat. Ce désordre est directement produit par un ordre.
La reconnaissance de la Palestine ne saurait donc être lue comme un geste de rupture avec la position traditionnelle de nos États occidentaux dans cette question coloniale. En réalité, elle traduit une situation précise, celle d'un ordre international qui continue d'opérer dans des cadres, mécanismes et dans des normes coloniales. Et c'est important d'insister là-dessus. Aujourd'hui, cet ordre international demeure structurellement et profondément colonial. Et donc, restaurer la crédibilité du droit international suppose de rompre avec cette architecture hiérarchique et impériale en recentrant la discipline juridique autour des droits des peuples, réellement autour des droits des peuples, et surtout de leur droit à l'autodétermination en contexte colonial. Et donc, décoloniser la Palestine, libérer la Palestine, signifie aussi libérer et décoloniser l'ordre international, et sans cela, toute reconnaissance par ces États occidentaux restera inopérante. Je vous remercie. Merci beaucoup, Insaf. J'ai préparé un peu de mon côté des questions, mais il y en a qui sont un peu... Enfin, tu as déjà répondu et tout. Et donc, je me dis là... en fait, la première chose qui me vient à l'esprit en t'écoutant, c'est de me dire... Mais par exemple, tout cet enjeu de la reconnaissance, du coup, qui, comme tu le dis et tu l'as bien démontré, est en fait symbolique de l'État palestinien et surtout est conditionnel dans certaines situations. Ce qui était, tu m'as dit, du jamais vu, enfin, tout ce principe... Enfin, comme tu as dit, du jamais vu, parce que tout ce principe de la reconnaissance effective, en fait, ça veut rien dire. Et je me disais, mais en fait, toute cette question de la reconnaissance par toute une série de pays, etc., est-ce que ça retarde en fait l'action politique concrète ou est-ce que ça peut être utilisé en fait comme un tremplin, comme un intermédiaire pour mettre en place quelque chose qui là sera vraiment effectif en fait? Non, je pense que volontairement ça retarde. Parce que ça permet à ces États-là, dont j'ai mentionné le nom, mais la France ou la Belgique, de gagner du temps pour permettre à Israël de poursuivre son projet d'annexion, parce que précisément, là, on ne parle pas de la Cisjordanie, de ce qui s'y passe, pour gagner du temps, parce que les dirigeants pensent que ça va contenter les opinions publiques, qui vont arrêter de manifester, etc., tout en protégeant Israël. Et donc, ils ont estimé que c'était une mesure qui pouvait satisfaire, entre guillemets, les deux camps. Et donc c'est une stratégie politique qui vise précisément à permettre à Israël de poursuivre son projet d'annexion de l'intégralité du territoire palestinien. Et si on était sur une séquence un peu plus sur l'exemple espagnol par exemple, où dans un premier temps il y a eu une reconnaissance, mais l'Espagne, Pedro Sánchez avait dit dans son discours, on reconnaît, mais si dans un second temps on se rend compte que cette reconnaissance ne permet pas de faire évoluer les choses, on passera sur un second registre qui est celui des sanctions. Et donc l'Espagne a adopté un certain nombre de sanctions. Je ne dis pas qu'elles sont parfaites, mais elles ont le mérite d'exister et d'être prises. Et sauf que la France, par exemple, Emmanuel Macron, dans son discours, à aucun moment, il ne pointe du doigt la responsabilité israélienne, alors que cette responsabilité internationale d'Israël est clairement établie. Et à aucun moment, il ne dit cette reconnaissance, pour être traduite dans les faits, c'est-à-dire sur le terrain, elle sera accompagnée d'un certain nombre de sanctions. Alors que, en fait, quand vous avez un ordre colonial qui avance, la première des choses à faire, c'est de cesser de collaborer avec lui. Donc, on aurait dû rompre toutes nos relations diplomatiques, économiques, financières, universitaires avec Israël. Et ça, on ne l'a pas fait. Donc, et c'est un choix. Donc, c'est un choix politique assumé de la part de nos gouvernements. Merci. Et quand tu évoquais, en fait, toutes ces obligations, en fait, le fait que, normalement, dans l'imaginaire collectif, on se dit mais le droit international, ça devrait être contraignant et on l'a longtemps pensé, je pense, pour beaucoup de gens jusqu'à un certain point, et de se dire en fait toutes ces sanctions-là, elles n'ont pas été prises. Mais alors, en fait, ça devient quoi le droit international à l'heure actuelle? On voit que nos États, ils n'agissent pas forcément de façon cohérente par rapport à ce droit-là. Est-ce que ça peut encore être utilisé en fait véritablement comme une arme? Parce qu'on voit qu'en tout cas certainement ça reste une boussole pour beaucoup de gens pour lire en fait la question palestinienne, mais si on voit qu'en fait ces grandes institutions qui sont la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice, en fait tu nous dis elles font partie intégrante de cette architecture coloniale et en fait tout comme plein d'autres institutions de cette architecture coloniale, mais en fait comment on sort de ce truc-là en fait, c'est ça la question. Je pense qu'il ne faut pas se dire qu'il faut raser complètement le droit international et construire autre chose. De toute façon, on n'y arrivera pas vu les rapports de domination aujourd'hui tels qu'ils existent. Je pense que le droit international est un outil qu'on doit utiliser dans les luttes. En revanche, il ne suffit pas dans une lutte de libération nationale. Il ne suffit pas de
il ne se suffit pas à lui-même, et le combat, il doit être aussi politique. Et donc on doit utiliser le droit international comme levier d'action politique pour aller exiger un démantèlement d'un ordre colonial. En revanche, il faut, quand on utilise un outil, il faut savoir être critique de cet outil pour le rendre plus performant. Et donc, quand on critique le fait que les mandats d'arrêt de la CPI sont insuffisants parce qu'il n'y a que 2 dirigeants israéliens qui sont visés, c'est pas dire ça ne va pas, on ne veut plus de la CPI, ça veut dire on attend d'elle que ça aille plus loin. Et donc, on utilise ces outils-là de l'intérieur, c'est ce que font des États devant la CIJ comme l'Afrique du Sud. On va mobiliser ces outils du droit international pour changer la norme et pour changer ces mécanismes. Et c'est ce qu'ont essayé de faire, et c'est ce qu'ont très bien fait, par exemple, tous les États qui ont été décolonisés dans les années 50, 60, 70, ils sont arrivés massivement à l'Assemblée générale des Nations Unies, et la première chose qu'ils ont faite quand ils sont arrivés, c'est d'inscrire la question du droit à l'autodétermination des peuples colonisés comme priorité de l'agenda onusien, et ça a fonctionné, parce que si aujourd'hui, le droit à l'autodétermination des peuples colonisés est une norme impérative, c'est grâce à tous ces États décolonisés, notamment arabes et africains, qui ont permis d'intégrer la norme dans nos luttes aujourd'hui. Et donc je pense que, évidemment, c'est des luttes qui ne vont pas assez vite, parce qu'en face, c'est un rouleau compresseur qui est mis en place, mais on a besoin de les intégrer dans nos luttes. En revanche, elles ne doivent pas être exclusives, parce que c'est là que sinon on perd le combat pour la libération. Merci beaucoup. En fait, on va passer maintenant peut-être aux questions du public. Je pense que Manon va faire circuler le micro. Merci pour tes réponses. Et maintenant, à vous. Si vous n'avez pas d'inspi, j'ai encore des questions. Tantôt, vous parliez de génocide à Gaza et ce qui se passe en Cisjordanie. Est-ce qu'on pourrait qualifier ce qui se passe en Cisjordanie de génocide blanc, ou qu'est-ce que vous croyez par rapport à ça? Oui, c'est intéressant, mais moi je pense que toute forme de colonisation, de peuplement, je parle de colonialisation de peuplement, c'est-à-dire on prend un peuple pour remplacer le peuple autochtone. Tous les colonialismes de peuplement sous-tendent un génocide, parce que c'est l'effacement du peuple. Et si vous effacez un peuple, vous détruisez ce peuple. Et l'objectif du génocide, c'est de détruire en tout ou en partie un groupe pour ce qu'il est. Et en cela, tous les colonialismes de peuplement, aujourd'hui, sont, à mon sens, des génocides coloniaux, que ce soit en Algérie, ce qu'a fait la France, c'était un génocide colonial, qui n'a pas abouti, mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas abouti qu'on ne doit pas le qualifier comme génocide. Et donc, ce qui se passe en Palestine, c'est le même processus génocidaire. C'est-à-dire qu'on vise un groupe en particulier, donc c'était par exemple le peuple algérien pour la France, mais là c'est le peuple palestinien dans le cas de la Palestine. Ensuite, on réalise un certain nombre d'actes matériels au quotidien qui visent à détruire ce groupe, soit directement par des meurtres de masse, en Algérie, que ce soit en Algérie ou encore une fois en Palestine. On vise ce groupe en le soumettant à des conditions de vie intenables. Et en Cisjordanie, c'est un peu le cas. Je veux dire, avant le 7 octobre 2023, l'année 2023 était l'année la plus meurtrière pour les Palestiniens depuis la seconde intifada. Donc, c'était déjà un peu le cas. Et enfin, les discours des dirigeants israéliens dans l'intention génocidaire, elles ne visent pas que les Palestiniens de Gaza. Ils mettent tous les Palestiniens dans le même sac. Et c'était les mêmes discours qu'on retrouvait dans ce que la France était présente en Algérie, dans la volonté de détruire, parce qu'en face, vous aviez un peuple qui n'était pas digne de vivre, qui méritait de ne pas être sur terre, parce qu'il n'en était pas digne, etc. Donc évidemment, tous les colonialismes de peuplement sont des processus génocidaires, et en cela, il faut parler de génocide colonial. Déjà, merci beaucoup, Insaf, c'était incroyable de clarté, je trouve, donc voilà, merci. Et je vais te poser une question par rapport à ce terme de génocide. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il a été utilisé, en fait, qu'il a été pas utilisé, mais surtout dans les médias et dans les hautes sphères politiques. Et c'était comme si pendant 2 ans, on disait tant qu'on n'utilise pas génocide, de toute façon, on ne peut rien faire en Palestine. Comme si la qualification d'apartheid ne s'appliquait pas, comme si des crimes de guerre ne s'appliquaient pas, comme si l'occupation n'existait pas. Donc comme si on avait balancé ce truc, on fait tous les débats sur est-ce qu'il y a génocide, est-ce qu'il n'y a pas génocide, pour oublier que même s'il n'y avait pas génocide, il y avait des obligations déjà depuis plus de 70 ans en Palestine, quoi. Oui, et en fait, si on reprend un peu le fil plus long du colonialisme en Palestine, ça a toujours été ça. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais le débat sur l'apartheid, quand Amnesty International a produit son rapport en disant « Attention, c'est un régime d'apartheid qui est aujourd'hui en place »,
ça a fait scandale et il ne fallait pas employer ce terme d'apartheid. Et si vous l'employez, vous étiez accusé d'être antisémite, etc., de soutenir le camp des terroristes, des barbares, etc. Et en fait, à chaque fois que on essaie d'imposer le langage du droit en Palestine, mais en fait, en face, on décrédibilise celui qui utilise ce terme parce qu'on sait qu'en face, on est dans le mauvais côté, on est dans le mauvais camp de l'histoire. Et donc, quand on est du mauvais côté de l'histoire, on fait en sorte de décrédibiliser l'adversaire en décrédibilisant le langage de l'adversaire. Sauf que le langage juridique, quand il est clair, précis et argumenté, il est difficile à décrédibiliser. Donc il faut qu'on évite de rentrer dans le débat. Parce que si on est dans le débat sur la qualification des termes, on perd sur cet emploi-là. Et c'est pour ça que ces personnes-là, pendant très longtemps, ont essayé d'éviter, il ne fallait pas employer le terme de génocide. Ou alors, je me rappelle que quand certains chercheurs dans les médias employaient le terme de génocide, le journaliste disait « ces propos n'engagent que le chercheur ». Etc. Alors que, en fait, de fait, bien sûr, quand je parle, je m'engage que ma parole, je n'engage pas la parole des médias dans lesquels je suis. Donc, à chaque fois, il y avait c'est pas uniquement que sur le génocide, c'était sur l'apartheid. Quand il y avait la construction du mur au début des années 2000, c'était le langage du terroriste qu'on veut mettre à distance face aux démocrates pour protéger la grande démocratie israélienne. C'était ça aussi pendant la seconde intifada, quand il y avait des attaques armées sur le territoire israélien. Donc, à chaque fois, décrédibiliser le langage du droit, c'est une manière aussi pour eux de ne pas rentrer dans le débat et de se protéger surtout. Peut-être c'est une question assez banale, je ne sais pas, mais il y a quelques semaines, le président finlandais a demandé d'élargir le Conseil de sécurité de l'ONU et de supprimer les vétos. Et la première chose, moi je ne connais pas les procédures, la première chose que je me suis demandé, est-ce que c'est possible et ça fonctionne comment? Oui, c'est une très bonne question. Ça fait très très longtemps qu'il y a des questions sur la réforme du Conseil de sécurité. En fait, c'est tout simple. C'est que pour réformer la structure du Conseil de sécurité, il faut que les 5 membres permanents soient d'accord. Donc, il faut un vote du Conseil de sécurité. Évidemment, ni la Chine, ni la Russie, ni les États-Unis n'entendent le faire. Par exemple, il y avait la France et le Mexique qui ont porté une réforme du Conseil de sécurité. C'était sous le mandat du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, en France, qui disait quand on est dans des contextes de crimes de masse, on ne peut pas utiliser son droit de veto. Mais en fait, pour imposer une réforme comme ça, il faut voter. Et donc, le droit de veto peut être utilisé pour restreindre le droit de veto. Et donc, ce cercle-là se protège et c'est un cercle vicieux dans lequel on entre. Donc en fait, pour réformer le Conseil de sécurité, c'est quasiment impossible aujourd'hui si les 5 puissances ne se mettent pas d'accord entre elles. Tout d'abord, merci à vous pour toutes vos explications. J'avais une question qui, peut-être vous n'avez pas la réponse, qui peut être compliquée, je ne sais pas, mais en voyant tous les liens que Israël a avec des pays comme la Belgique ou la France et leurs liens en Afrique pour justement asseoir une position de la France impérialiste, colonialiste, c'est se demander, juste le terme de génocide, ça implique justement, vous l'avez dit, des sanctions que ces pays-là doivent prendre. Et du coup, quel intérêt ils ont? Ils n'ont aucun intérêt en fait à aller dans notre sens, on va dire. Et qu'est-ce que nous on doit attendre alors de nos pays? C'est une question qui est assez ethnocentrique, mais genre qu'est-ce que nous on doit attendre de nos pays comme la France, la Belgique, etc. Je pense qu'on a beaucoup plus à perdre à continuer de soutenir Israël qu'à gagner, mais qu'on le fait pour des raisons politiques d'alliance. Mais aujourd'hui, je prends un exemple très simple, mais continuer de commercer, que des entreprises continuent de commercer avec Israël, l'ampleur du boycott de ces entreprises sont pour elles désastreuses à la fois en termes d'image, de notoriété et de vente. Donc elles ont beaucoup plus à perdre, mais elles le font parce qu'il y a des intérêts politiques qui nous échappent. Et c'est bien là le problème. Après, honnêtement, je pense que ça n'a peut-être pas marché aussi bien qu'on aurait aimé que ça marche, parce que le génocide se poursuit, donc c'est toujours reste un échec tant que le génocide se poursuit. Mais j'ai quand même l'impression que le changement viendra surtout des sociétés civiles et pas des États. Parce que, encore une fois, il faut avoir en tête que c'est un petit cercle de dominants aujourd'hui, nos États occidentaux, et ils vont se protéger systématiquement entre eux, parce qu'ils n'ont pas intérêt à sortir de ce cercle et être à la marge. Et ceux qui le font, c'est ceux qui n'ont pas encore intégré ce cercle. Et ceux qui sont alliés avec Israël ou avec ses dominants, c'est parce qu'ils ont envie d'intégrer ce cercle. Je
pense par exemple à certains États arabes dans la région qui soutiennent Israël. Eux, c'est parce qu'ils ont envie d'intégrer ce cercle des dominants et donc ils préfèrent s'asseoir sur un certain nombre de valeurs et d'obligations juridiques pour intégrer ce cercle. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut une alliance tant des États du Sud, comme l'Afrique du Sud, mais pas comme d'autres. Il y en a plein d'autres qui aujourd'hui sont investis sur la mise en avant de la Convention sur le génocide, comme la Gambie le fait face au génocide des Rohingyas, par exemple. Et je pense que ça doit provenir des États du Sud, en Amérique latine, qui pour le coup est certainement la région du monde qui a le plus fait politiquement pour le soutien à la Palestine, avec les sociétés civiles. Parce qu'il faut contraindre les dirigeants à changer. En fait, ils ne le feront pas d'eux-mêmes. Donc ça ne passe que par la contrainte aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il faut investir massivement les espaces de discussion politique aujourd'hui. Merci pour votre exposé. Je voudrais poser la question suivante. Je voudrais savoir votre point de vue de juriste sur la question de l'apartheid dans la Palestine de 1948. Alors, on sait que Amnesty International a fait un rapport là-dessus qui n'est pas équivoque, que B'Tselem non plus, avant ça le tribunal Bruxelles sur la Palestine. Mais d'un point de vue juridique, est-ce qu'il y a encore moyen de contester qu'à l'intérieur de... Donc, je parle donc des Palestiniens qui ont la citoyenneté israélienne. Est-ce qu'on peut contester d'un point de vue juridique qu'ils vivent sous ce régime d'apartheid? Oui, moi je suis de celles qui pensent que les Palestiniens de 1948 aujourd'hui vivent dans un régime d'apartheid. Il faut comprendre qu'un régime d'apartheid n'est pas équivoque, il n'est pas pareil partout. Évidemment, les Palestiniens cisjordaniens sont dans un régime d'apartheid sans précédent et sans aucune équivalence avec ceux des Palestiniens de 1948 qui ont un passeport israélien pour circuler. En revanche, et ça très peu le savent, mais on a encore aujourd'hui en Israël une dizaine de lois qui discriminent les Palestiniens de 1948. Je vous donne un exemple. Les Palestiniens de 1948 sont évidemment exemptés du service militaire. On ne va pas les mettre dans une armée qui massacre leur propre peuple. Mais quand vous ne faites pas votre service militaire en Israël, vous n'avez pas accès à un certain nombre de postes de hauts fonctionnaires. Vous ne pouvez pas être sur la plupart des postes de hauts fonctionnaires. Vous n'avez pas accès à un certain nombre de logements sociaux. Vous n'avez pas accès aux meilleures écoles. Vous n'avez pas les régimes fiscaux d'exemption, notamment de certains impôts, etc. Donc il y a encore aujourd'hui une séparation juridique très concrète entre les Palestiniens de 1948 et les Israéliens qui vivent dans ce territoire. Donc il y a un régime d'apartheid, dès lors qu'il y a une séparation juridique, il y a aussi une séparation physique. Les Palestiniens de 1948 sont cantonnés dans certaines villes et certains villages sur le territoire israélien, entre communautés, et ces points de regroupement entre guillemets des Palestiniens de 1948 sont l'objet de beaucoup moins de subventions publiques. Donc leurs villes sont beaucoup moins entretenues, le ramassage des ordures, etc., les transports publics, etc., sont beaucoup moins présents. Vous avez moins de services publics dans les communautés palestiniennes aujourd'hui présentes en Israël. Donc il y a une séparation physique et il y a une séparation juridique. Et ce sont les deux conditions du régime d'apartheid d'aujourd'hui. Il y a aussi des organismes para-étatiques comme le KKL, le Keren d'Israël, le Fonds national juif, qui ne s'occupe que des intérêts juifs. En fait, c'est ça. C'est par exemple sur l'accès au logement. Un certain nombre de logements publics, donc l'équivalent de logements sociaux par exemple, aujourd'hui sont gérés par des fonds juifs privés. Et ces fonds-là ne sont pas réservés aux Palestiniens. Ils n'y ont pas accès. Donc il y a cette séparation dans l'accès au logement, dans l'accès à l'emploi, dans l'accès à la santé, à l'école, à l'éducation, à l'enseignement supérieur, etc. Et de manière générale aux services publics les plus élémentaires. Il y a la discrimination et donc il y a ce régime d'apartheid qui est évidemment en place aussi en Palestine de 1948. Merci. À la solution à deux États et au fait que c'était imposé un horizon colonial de l'extérieur au peuple palestinien. Évidemment, je suis d'accord que ça n'a aucun sens, la reconnaissance sans sanction pour rendre effective la reconnaissance, et aussi que c'est inacceptable d'avoir des conditions à cette reconnaissance. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est imposer une solution sans consulter le peuple, vu que l'autorité, enfin on peut dire ce qu'on veut, mais l'autorité gouvernementale palestinienne qui est reconnue internationalement, elle préconise cette solution à deux États, et quand on regarde les enquêtes d'opinion, de n'importe lesquelles qui sont faites en Palestine occupée, c'est toujours la solution à deux États qui arrive en tête devant la solution à un État ou d'autres solutions. Et donc voilà, est-ce que le principe même de défendre la solution à deux États au niveau international, est-ce que c'est vraiment dans ce sens-là une reproduction de la logique coloniale? Oui, parce que c'est la seule qu'on impose. Dans la base de discussion, on ne met pas sur la table l'État binational, la confédération, la solution à deux États,
le retour d'une Palestine de 48, on ne met pas toutes les options politiques sur la table. On dit, la base de notre discussion, c'est uniquement cette solution. Et en cela, c'est colonial. Parce qu'on ne discute pas des autres possibilités. Après, moi, je suis très suspicieuse sur les opinions de sondage, les sondages aujourd'hui faits en Palestine, parce que les Palestiniens ont peur. Je vous le rappelle, ils vivent sous un régime d'occupation militaire. L'autorité palestinienne est une partie du problème. Elle collabore, elle massacre son propre peuple. Donc évidemment, quand un institut de sondage palestinien vient demander à un Palestinien c'est quoi ta solution, évidemment, il ne va pas dire moi je veux juste pouvoir retourner vivre à Jaffa et reprendre tout le territoire palestinien. Donc je suis quand même très méfiante des sondages parce que sur le terrain, quand on discute avec les Palestiniens et qu'on les connaît, ils sont clairement, ils nous disent très clairement. Pour eux, c'est un peu la solution pragmatique, c'est de dire en fait là on est sur un truc qui est intenable, nous on en a marre parce qu'on n'a pas de passeport, on ne peut pas circuler, on ne peut pas sortir de notre ville, on ne peut pas aller travailler comme on entend, etc. Donc en fait, donnez-nous juste un État. Et après on verra, mais c'est parce que c'est la solution du moins pire au regard du rapport politique sur le terrain. Mais c'est une posture coloniale dès lors que c'est l'unique solution qu'on sort de notre chapeau dans les discussions politiques, quelle qu'elle soit, depuis plus de 30 ans. Hein. Je ne dis pas que ça sort du chapeau aujourd'hui, mais dès le début des années 2000, très clairement, le Conseil de sécurité dans ses résolutions dit nous plaidons pour une solution de 2 États vivant côte à côte, dans la paix, la sécurité, blablabla, etc. Donc non, c'est une posture coloniale dès lors qu'on ne prend qu'une solution et qu'on la met sur la table. Alors que le but des négociations, c'est de se mettre d'accord sur une solution. C'est pas de prendre une solution et de voir si on est d'accord avec cette unique solution. C'est pas ça les négociations politiques, normalement. Merci. Tu veux conclure? Je parle à oui, c'est vrai. Je te propose à toi de conclure du coup, enfin je sais pas. Non, mais je peux le faire aussi, mais je pas. Non, je pense que vraiment le plus important, mais si vous êtes là, c'est que vous le savez, c'est qu'il faut avoir en tête que le génocide continue, qu'il n'y a pas de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, qu'il n'y en a jamais eu en Cisjordanie, qu'aujourd'hui les Palestiniens continuent de se faire tuer, de se faire massivement emprisonner dans les prisons politiques israéliennes, et que surtout il nous revient de continuer à mobiliser les opinions publiques et nos gouvernements pour faire en sorte que la question palestinienne ne soit pas remise dans le placard, parce que avant le début du génocide à Gaza, ça faisait plus de 30 ans maintenant que la question palestinienne était complètement oubliée de nos luttes politiques, et donc c'est important, et c'est surtout important de se dire que le seul objectif qui doit primer, c'est la libération de la Palestine et pas des prétendues solutions alternatives qu'on essaie de nous imposer. Merci. Merci beaucoup Lisa pour cette conclusion. Merci à tous, merci à la BD aussi d'avoir organisé ça. Là juste après, donc, il y a le forum qui va continuer à avoir lieu. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Restez branchés par rapport à Yanni et ce qui se fait sur le blog, c'est très intéressant. C'est, comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment hyper vaste au niveau des disciplines qui sont mises en avant pour analyser la question. Oui. Et restez branchés par rapport à la question palestinienne quand même, Free Palestine et From the River to the Sea, comme on dit. Et merci beaucoup. Merci beaucoup.